Bonjour à tous, très content de vous présenter ces résultats aujourd'hui. Voilà, cette fois-ci on continue dans les zoonoses et on continue dans la recherche un petit peu transversale et vous allez voir un peu comme ce que Anne a présenté aujourd'hui. Hormis le fait que la fièvre Q, il y a quand même des recherches en Guyane depuis bien plus longtemps que la brucellose. Mais voilà, il y a tout un tas de choses qui avancent, qui se résolvent et surtout beaucoup plus de questions qui apparaissent que de réponses qu'on trouve. Mais c'est pas grave, c'est génial. Je vais aller vite sur cette partie-là, histoire de vous parler plus de toute l'aventure qu'il y a eu ensuite. C'est une bactérie, c'est une zoonose, donc transmission de l'animal à l'homme. Faut que je retrouve mes trucs à faute d'avoir cherché. Bref, une transmission de l'animal à l'homme, plus ou moins avec vecteur selon les régions du monde. Pourquoi est-ce que c'est ici que je mets qu'il y a une grande résistance dans l'environnement? C'est qu'elle est souvent présente dans l'environnement et qu'elle peut y rester longtemps avant d'être retransmise à l'homme ou peut-être à l'animal. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Et à un moment, j'avais viré cette partie-là de la diapositive, mais comme on me redemande après, j'anticipe. C'est fièvre Q, c'est pour Q fever, query fever, donc fièvre un peu mystérieuse qui pose des questions, parce qu'à l'époque, il y avait une épidémie dans un abattoir en Australie et que celui qui avait exploré cette épidémie l'avait trouvée bien mystérieuse et l'avait appelée comme ça. Enfin, mais ce n'est pas du tout l'objectif aujourd'hui de parler de clinique, mais chez les humains, il y a vraiment deux grandes formes. Il y a la fièvre aiguë qui survient entre 7 et 15 jours, plutôt entre 10 et 15 jours à 3 semaines après la contamination et qui va donner, selon les endroits du monde, selon les pays, de la fièvre, plus ou moins une atteinte hépatique, plus ou moins une atteinte respiratoire qui est extrêmement fréquente en Guyane. Et puis la fièvre Q qu'on appelait chronique avant et maintenant persistante, focalisée, mais on pourra débattre ensuite sur ce terme si vous le voulez, et dont les deux principales atteintes sont l'endocardite, donc l'atteinte des valves du cœur, et l'atteinte vasculaire. Cette bactérie, elle est apparentée, le plus proche, c'est la légionellose, mais elle est généralement traitée dans les mêmes centres nationaux de référence que les rickettsioses un peu partout dans le monde. La transmission, voilà, donc il y a plusieurs cycles. Il y a un cycle animal forestier selvatique qui est relativement mal connu, comme finalement là où elle pose des soucis aux États-Unis, en Europe, en France, etc. C'est principalement autour du bétail qu'on s'y intéresse, vu que c'est vraiment le bétail et principalement les petits ruminants, chèvres et ovins qui sont à l'origine de la transmission. Et ben finalement, ce qui se passe dans l'environnement et chez les animaux sauvages, on connaît moins bien. Il y a plein de publications sur l'ours de je ne sais pas quelle région d'Espagne, le loup de je ne sais pas quelle région de Lettonie, si je ne dis pas de bêtises, on l'a trouvé chez des écureuils, des cerfs, etc. Leur rôle exact dans le cycle qui va aboutir à l'infection de l'être humain, il est pas clair, probablement avec un intermédiaire ici. Mais voilà. Et puis, chose qui n'a pas été démontrée, mais je ne m'étalerai pas ici dessus aujourd'hui, peut-être un rôle d'éthique, en tout cas dans l'ancien monde, mais en tout cas dans le néotropical, c'est-à-dire la région du monde où nous on se trouve. Coxiella burnetii n'a jamais été retrouvé de façon certaine dans l'éthique. Il y a plein de publis, vous allez voir ça, mais en fait, quand c'est repris, notre interlocuteur, il est à Montpellier, c'est Olivier Duron de l'IRD, qui bosse sur l'éthique depuis très longtemps et en fait qui montre que les quelques Coxiella qu'on a trouvés chez éthique en Amérique du Sud, c'est des endosymbiontes, c'est-à-dire en fait des Coxiella-like, pas du tout burnetii, qui vivent en symbiose avec l'éthique, avec lesquels ils ont évolué depuis la nuit des temps, mais c'est pas du tout Coxiella burnetii qui infecte. Donc voilà, et pardon, je me suis arrêté là. Et ensuite, comment l'homme se contamine, et c'est important qu'on en parle aujourd'hui parce que c'est probablement aussi le mode de contamination de la plupart des mammifères. C'est une contamination par inhalation d'aérosols. Le grand classique en Europe, c'est l'homme se contamine au contact des animaux de rente et particulièrement au moment des mises bas, donc au moment des naissances. Et c'est souvent là qu'on a des pics d'incidence en Europe et sont exposés évidemment les agriculteurs, les vétérinaires, les gens d'abattoirs, tous ceux qui sont en contact avec ces animaux-là, vivants ou morts. Voilà, je vous résume en une diapo
ce qui pourrait me prendre, il y en a qui peuvent me croire ici, au moins 4 heures pour vous raconter tout ça. Mais juste, histoire qu'on ne s'étale pas trop, en Guyane, on a vraiment un profil très particulier qui intéressait des chercheurs du monde entier et même jusqu'à Marseille. Mais voilà, c'est juste le tout début de quelques petites blagues sur Marseille, mais je vais essayer de rester, juste amusant. Donc voilà, l'incidence la plus élevée au monde, avec un pic d'incidence dans les années 2000. Aujourd'hui, on est à 40 cas pour 100 000 habitants par an. Pour vous donner un exemple, dans un pays où c'est beaucoup étudié, qui est la France et le sud-est de la France, on est plutôt à des taux d'incidence entre 0,25 et 0,5 cas pour 100 000 habitants par an. Et nous, on a montré sur une étude, mais qui commence à dater maintenant. Donc d'ailleurs, warning, s'il y a un interne ou autre qui cherche un sujet de M2 sur l'étude de l'incidence de la fièvre Q entre 2018 et 2024, voilà, je m'arrête là. Et donc, il y a une incidence qui reste très élevée en plateau maintenant. Une distribution géographique très particulière, d'une part à l'échelle de la Guyane, vu que les cas sont vraiment concentré sur l'île de Cayenne et ses environs, même si je ne sais pas si Arsène est là, mais même si Arsène a eu la gentillesse de faire un diagnostic par PCR il y a quelques jours à Kourou, mais globalement c'est quand même beaucoup plus rare à Kourou et à Saint-Laurent. On aurait pu dire à une époque que c'est parce que c'était pas recherché, mais aujourd'hui on a des exemples ici d'infectiologues qui font l'aller-retour entre Cayenne et Saint-Laurent, donc il paraît difficile de dire qu'on ne la recherche pas à Saint-Laurent. Donc voilà, il se passe quelque chose, d'autant plus que dans toute l'Amérique du Sud amazonienne, on a les mêmes réservoirs, on a beaucoup de points communs et pourtant on ne trouve pas du tout cette épidémiologie. Une souche unique, ça on va revenir un petit peu tout à l'heure dessus, mais il se trouve que des explorations qui ont été faites par les équipes de l'IHU de Marseille et le CNR de Fièvre Q qui est venu à plusieurs reprises faire des études ici et qui a démontré que tant chez l'homme que chez l'humain, on retrouvait pour l'instant qu'une seule souche, la fameuse souche MST17, et donc ce qui est très intéressant c'est qu'on n'a jamais retrouvé aucune autre souche que MST17 en Guyane et qu'à l'inverse, quand dans la banque de données du CNR marseillais, on regarde 100% des patients à qui on a trouvé cette souche-là étaient passés par la Guyane. Donc vraiment une souche unique, très spécifique. Et puis des travaux qui ont été faits, notamment Cléa Mélénote qui a été interne ici, et puis qui a travaillé sur ce sujet-là à Marseille, qui montre que la souche est plus virulente que les souches de comparaison hollandaises, allemandes, etc. Et donc avec une survirulence qui explique peut-être un certain nombre des caractéristiques cliniques ici, et notamment son atteinte pulmonaire extrêmement fréquente. Et enfin, mais ça je vais vous le détailler, un réservoir animal que pour l'instant on ne comprend pas très bien. Une première étude avait été faite dans les années 2000. Pour la petite histoire, la première fois que j'ai travaillé sur la fièvre Q, c'était vers 2007-2008. Et j'avais vu cette étude publiée par Jacques Gardon, qui était le directeur de l'Institut Pasteur et qui a aussi travaillé à l'IRD, etc. J'avais vraiment trouvé cette étude absolument formidable. C'était vraiment du One Health, comme on ne l'appelait pas encore avant l'heure, où il avait pris des cas de dingue, il avait pris des cas de fièvre, des cas de sérum adressés pour fièvre, et ils avaient pris des gens qui revenaient positifs en fièvre Q. Ils avaient comparé à ceux qui n'avaient pas la fièvre Q, et ils avaient fait comme ça toute une étude où ils avaient regardé chez ces gens-là des facteurs de risque potentiels. Alors je vous ai pas mis la bivariée parce qu'on retrouve vraiment beaucoup de choses, mais en comparant les gens qui avaient fait la fièvre Q à ceux qui avaient fait une fièvre sans fièvre Q, on retrouvait des facteurs de risque qui n'ont rien à voir avec ceux qu'on connaît habituellement. Élevage, agriculteurs, etc. Mais vous voyez, le fait d'être à proximité de chantier, de travailler dans le BTP, donc on peut imaginer inhalation de poussière, le fait de voir des chauves-souris depuis sa maison, je ne sais pas si c'est à l'origine de ce mythe qui est apparu ensuite, qui fait que la plupart des Guyanais sont persuadés que la fièvre Q se transmet par les chauves-souris, le fait de voir des animaux sauvages depuis la maison, et puis la proximité de la forêt. Dans cette même étude qui était vraiment, ils ont fait vraiment plein de choses, de l'approche géographique, des facteurs de risque, etc. Ils ont aussi fait de la capture d'animaux avec, notamment son nom apparaît pas, mais c'est une étudiante vétérinaire qui s'appelait Marion, je ne me rappelle plus son nom de famille. Et donc ils avaient fait un certain nombre de prélèvements, notamment sur l'île de Cayenne entre 97 et 2000. À l'époque, il n'y avait pas de PCR, donc ils avaient fait la sérologie, c'était revenu pas très satisfaisant, vu qu'il y avait quelques opossums, donc des pions qui étaient revenus faiblement positifs en anticorps, et puis un petit rongeur qui s'appelle aussi le rat de Cayenne qui était revenu positif, mais pas très convaincant.
Par la suite, et notamment vous allez voir que la combinaison des militaires, des forces armées de Guyane, des médecins militaires et des équipes marseillaises ont permis de vraiment beaucoup avancer sur le sujet ici en Guyane. Et ça, c'est justement une publication de Vincent Pommier de Santi, qui était un ancien médecin épidémiologiste militaire qui a travaillé ici, qui avait fait une publication dans le bulletin de l'Académie de vétérinaire de France, où il récapitulait les choses qui avaient été recherchées et retrouvées en Guyane là-dessus. Et la première chose qu'on peut voir, c'est qu'au niveau des ovins, des bovins, des caprins, qui sont le réservoir en théorie supposé de la fièvre Q partout dans le monde, et ben là on retrouvait absolument rien. Donc ensuite, pendant des années, on a considéré que, que le réservoir il était sûrement ailleurs, chose sur laquelle on est en train de revenir aujourd'hui, puisqu'il y a eu cette étude tout à fait passionnante réalisée par Sarah Bailly, qui est actuellement au CIC, encadrée par Claude Fanement de l'Institut Pasteur, où à partir de prélèvements de toute la France de toute la Guyane, pardon, joli lapsus, dans le cadre d'une étude sur la prévalence des arboviroses, ils avaient fait la même chose sur la sérologie fièvre Q. Ils avaient démontré que oui, on retrouvait Remire-Montjoly, Cayenne comme hotspot, et puis certains coins où on voit pourtant rarement des cas humains, cacao, etc. Bref, je ne vais pas m'étaler sur cette étude de séroprévalence, mais par contre, ce que montre ce tableau issu du Lancet régional L, c'est que Claude et Sarah avaient retrouvé un lien statistique entre le fait d'habiter à proximité d'une ferme et le fait d'être séropositif pour la fièvre Q. Par ailleurs, cette étude de Mona qui est dans la salle, qui a elle aussi un peu complètement réinversé la vapeur, alors que tout le monde disait qu'il n'y avait plus de lien entre les ovins, les bovins, etc. Et ben Mona qui a justement profité, si je ne dis pas de bêtises, Mona, de ces prélèvements bruxellos qui sont faits systématiquement, réglementairement. C'est comme ça que tu avais eu les sérums, je crois, c'est ça ? Et donc elle avait récupéré les sérums de tout un tas de troupeaux sur cette partie-là de la Guyane, et qui démontrait qu'il y avait eu certes une séroprévalence. Alors un jour on laissera de nouveau Mona reparler de cette étude-là, et puis de toute façon elle va bientôt la publier, sans aucun doute, gros coup de pression. Mais en gros, en retravaillant sur les seuils de titres d'anticorps, etc., on trouvait une prévalence individuelle estimée à 14%, et principalement sur les bovins, là où habituellement c'est plutôt ovins et caprins, et une prévalence prévalence, là quand on fait de l'épidémiologie animale, donc la prévalence de troupeaux, et on avait 66% des troupeaux en Guyane qui avaient au moins un individu positif. Donc on passe de la fièvre Q à rien à voir avec le bétail, à finalement il se passe quelque chose. Voilà, il y a c'est toujours ce récapitulatif là, ça avait toujours ce récapitulatif. Donc chez les chiens, il y avait des choses qui avaient été trouvées avec des écouvillons qui avaient été faits, des écouvillons vaginaux chez des chiennes, dans le cadre de cas qui avaient eu lieu chez des militaires avec des CT très très élevés, donc ça veut dire des charges très très faibles qui ont finalement jamais été publiées à cause de ça. Les chats, ça donnait pas grand chose non plus. Et dans la faune sauvage, un certain nombre de choses qui ont été faites. Alors j'ai remis à place après, parce qu'en fait il y a plein de choses qui avaient été retrouvées vaguement positives, négatives, jamais publiées, probablement parce qu'en fait ce qui est très frustrant, c'est qu'on a toujours des CT très très élevés. L'étude que je vais vous montrer après montre que finalement on n'aurait pas dû s'arrêter à ça, parce qu'en fait l'étude de la fièvre Q dans la faune sauvage montre qu'il y a une charge bactérienne qui est très faible et qu'il ne faut pas s'arrêter avec des CT qui sont élevés. Voilà, et puis je ne pouvais pas m'empêcher de ressortir cette capture d'écran d'un type, je me suis permis de mettre son nom parce que lui-même a été dire partout à la télé qu'il avait fait la fièvre Q. En fait, il s'est un peu servi d'une collègue pour essayer d'obtenir un appartement à Matoury, et donc il a fait tout un barouf, mais ça a été quand même sur le fait qu'en Guyane, on pense que le problème, c'est les chauves-souris. Et puis les choses avancent dans les années, et là on se retrouve en 2012-2013 où enfin on commence à avancer sur où est-ce que ça pourrait se trouver dans la faune sauvage. Et là il se trouve que quelque chose qui a vraiment été un tournant dans la connaissance de la fièvre Q en Guyane, ça a été cette épidémie du camp du tigre. Alors pour ceux qui connaissent, c'est pas très loin de l'hôpital. Il y avait un terrain de tennis en haut, et puis il y avait des lotissements militaires où vivaient une cinquantaine de personnes. Et puis en l'espace de quelques semaines, il y a 11 personnes qui tombent malades, donc ce qui correspond à un taux d'attaque de 20% qui tombent malades, c'est-à-dire diagnostic de fièvre Q. Et puis ce qui correspondait à 50% des foyers. Alors il y a une très belle publication de Vincent Pommier de Santi où il montre la carte du lotissement et les maisons atteintes, pas atteintes, etc. Et déjà un premier point, c'était que quand on comparait les gens malades à ceux qui n'étaient pas malades, certes il y avait le fait de faire le ménage, donc probablement la mise en suspension de la bactérie dans l'air, et surtout, et c'est le début de tout un mythe qui a fait 10 ans de publication, je vois Carole qui sourit, elle sent que je vais encore être moqueur, et clairement le fait d'avoir
Parmi les gens qui étaient malades, il y en a 60% qui avaient porté un paresseux versus seulement 15% chez ceux qui n'étaient pas malades, donc avec un autre ratio très confortable de 4, bien comme, enfin, on est sur un intervalle de confiance, c'est pas loin de 1, mais quand même. Et il se trouve que, à l'occasion de cette épidémie, il y a eu plein d'animaux qui ont été capturés dans les environs, et le seul qui est revenu positif, c'était un paresseux justement qui avait été retrouvé mort à proximité du camp du Tigre. Et bingo, premier animal positif à la fièvre Q de façon certaine. Toujours cette souche MST17 dont je vous parle, est positif à la fois dans les fesses, la rate, et puis même une tique dont il était porteur. Alors vous voyez, je commence déjà à me contredire, je vous dis qu'il n'y a jamais de tique qui a été porteur en Amérique latine de la fièvre Q. Ben là, en l'occurrence, elles étaient porteuses, mais c'était celle du paresseux qui était infectée. Donc voilà. Seul truc, allez, c'est ma diapositive bashing, mais sauf que ceux qui avaient eu ces résultats à l'époque s'en sont emparés et ensuite ont été mettre dans toutes les publications que ça y est, le problème de la fièvre Q en Guyane était résolu et que c'était lié au paresseux. Je vous ai mis une traduction ici, mais vous voyez, hein, l'épidémie de fièvre Q en Guyane est liée à l'ouverture d'un centre de sauvegarde de ces animaux au centre de la ville de Cayenne, qui est hautement visité dû à l'intérêt de la population pour ces animaux. Il n'y a pas que des Guyanais dans la salle, mais enfin bon, on peut mettre tout un tas de points. Donc il semble que l'épidémie de fièvre Q de Cayenne est liée à ce réservoir animal en très proche proximité, excusez-moi pour proche proximité des habitants de la ville de Cayenne. Bon, ça c'est le début de... C'est bizarre ce qu'il dit. Alors voilà, on démonte un peu le truc. D'une part, le fameux centre de sauvegarde dont il parle, les plus vieux connaissent. C'est une association qui a fermé depuis, qui s'appelait Chouaï, qui était ici à Macouria. Donc certes, la bactérie, si vous avez le vent qu'il faut, mais à vol d'oiseau, quand même, on est un petit peu loin, hein, 19,91 km selon Google Maps. Accessoirement, le haut intérêt des Cayennais pour les paresseux me semble possiblement pondérable. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'il y a d'autres paresseux qui avaient été capturés sur le camp du Tigre qui étaient négatifs. L'association Chouaï, à l'époque, il y a aussi des paresseux qui ont été prélevés et qui étaient tous négatifs également. Donc, ce qu'il faut rendre à César ce qui est à César aujourd'hui, c'est qu'il est très probable que l'épidémie du camp du Tigre ait été liée à un paresseux, voire ce paresseux qu'on a retrouvé mort et qui a été à l'origine de la contamination des cas sur le camp du Tigre. Mais de là à dire que c'est toute la Guyane, c'est difficile. Je vais passer vite là-dessus, mais un autre cluster qu'on a eu quelques années plus tard, sur lequel avec Félix on a eu la chance d'intervenir. Vous voyez là, je suis avec les militaires sur le Zodiac militaire. J'ai même eu droit à une casquette des grades des Cannes marine de Guyane, super content. Je n'ai pas été embauché pour autant. Mais en gros, une épidémie, une quinzaine de jeunes marins qui vont faire un week-end d'intégration à un Carbet sur la Comté, 5 sur les 15 qui tombent malades et qui sont diagnostiqués fièvre Q, des investigations sur place. Et cette petite main que vous voyez, c'est en fait sur le terrain de boule à proximité, on trouve des crottes qui ont été identifiées comme des crottes de Capybara que vous voyez ici, positives et qui reviennent positives à la fièvre Q. Le Carbet a été fermé quelque temps. Il se trouve qu'ils sont retournés pour passer le rotophile quelque temps plus tard, parce que ce qu'on avait retrouvé, c'est que ceux qui avaient passé le rotophile étaient devenus plus positifs que les autres. Et il n'y en a qu'une seule qui n'a pas mis son masque pendant qu'on passait le rotophile. C'était une des jeunes militaires qui, elle, était en train de faire à manger dans le Carbet et elle a chopé la fièvre Q sur cette deuxième mission. Accessoirement, elle était enceinte, ce qui nous a fait quelques sueurs froides. On a fait une revue de la littérature, vous voyez, ça c'est vraiment une revue de la littérature qu'on a fait avec plein de monde d'Amérique du Sud. Ça c'est juste pour vous montrer le nombre de publications sur la fièvre Q dans la faune sauvage. Vous voyez que c'est, à part le Brésil et la Guyane, sinon c'est vraiment très peu étudié. Et avec quelques espèces à droite à gauche qui viennent positives, voilà. Mais je vais revenir un peu plus tard là-dessus. Mais c'était vraiment histoire d'avoir un récap sur la fièvre Q animale en Amérique du Sud avant notre étude. L'étude Faunacox, vous avez compris, c'est hyper malin, c'est pour Coxiella burnetii dans la faune. On a dû faire appel à l'intelligence pas artificielle pour ce titre. Et donc, ben voilà, le principal objectif de cette étude, c'était, allez, essayer de démontrer à professeur Didier que peut-être que c'était pas que le paresseux qui était en cause dans l'épidémie de fièvre Q en Guyane, et puis ensuite essayer de géolocaliser les sources animales si ça revenait positif, mais ça, la jeune femme qui est à ma droite, ça va être son job d'ici pas longtemps. Et puis l'autre chose aussi que j'avais envie de faire, c'est que toutes les études que je vous ai montrées avant dans ce grand tableau, quelque chose qui m'agace, moi qui suis un peu bobo, c'est qu'un certain nombre de ces études ont été permises en sacrifiant les bestioles après les avoir capturées, et que là l'idée c'était de faire une étude propre où on faisait des prélèvements animaux sans tuer spécifiquement des animaux pour ça, et donc ça c'était un peu un des objectifs. Voilà, je vais avancer. On s'est dit comment est-ce qu'on va aller trouver des prélèvements pour la fièvre Q.
Il se trouve que pour plein de raisons, il y a des gens qui capturent des chauves-souris à droite à gauche en Guyane, soit pour des inventaires spécifiques, genre l'ABC de Rémy Montjoly ou l'ABC de tel ou tel ou de Matoury. Donc les ABC, c'est quand on veut faire un inventaire de la faune sauvage. Et ben on s'est greffé sur ces captures de chauves-souris pour aller faire des prélèvements. On a fait nous-mêmes des prélèvements ciblés sur des hotspots qu'on avait identifiés sur l'île de Cayenne. On a été prélevé au camp du Tigre, on a été prélevé à côté de la prison parce que Timothée venait de faire sa publication sur la fièvre Q en prison. On a été prélevé près du Rorota, etc. Pour ceux que ça ferait marrer, on tend des grands filets d'une dizaine de mètres qu'on appelle des filets japonais avec des mailles très très fines. D'ailleurs, c'est seulement certaines espèces qui se prennent dedans parce que ceux qui ont vraiment des très bons radars, ils n'arrivent pas, ils repèrent le filet, mais ceux qui n'ont pas des très bons radars, on parlait tout à l'heure des vampires, les vampires, ils n'ont pas des bons radars parce qu'ils ne chassent pas des insectes, donc ils se prennent dedans. Ensuite, on les démaille, on les met dans des pochons pour qu'ils se reposent un petit peu. Ensuite, on les chope. Comme ils ont eu peur, en plus, il y a des crottes dans les pochons, donc ça permet de prélever les crottes. Là, en l'occurrence, c'est une prise de sang par Benoît de Thoisy, Alizé Picot, dont on a parlé tout à l'heure, qui sont en train de faire une prise de sang. Enfin, voilà. Et là, vous avez une espèce dans les mains. Donc ça, c'était premier prélèvement. Deuxième prélèvement, il fallait continuer à s'amuser, parce que le One Health en Guyane, c'est pour se marrer. Donc là, vous voyez, c'est dans une cage du zoo. On a été prélever des crottes de tapir, des crottes d'un bébé pécari. Ici, c'est Edith Guilloton qui a été la première technicienne de labo avec qui on a travaillé. Et ça, c'est au centre de sauvegarde Onca qui est sur la piste Risque Tout. Voilà, donc un saki, un baboun, etc. On a aussi eu des prélèvements de SOS Faune Sauvage, du zoo, etc. On a une super collaboration avec l'OFB qui nous a filé des centaines d'échantillons de crottes qu'eux prélèvent dans le cadre d'autres études et principalement d'herbivores et de félidés. Donc là, vous voyez Edith en train de s'arracher les cheveux parce qu'elle prend un mec qui a l'habitude de soigner des gens et pas du tout de maniper dans un laboratoire et juste faire des prélèvements de crottes. Croyez pas que c'est si simple que ça, il faut être un peu rigoureux. Et voilà, il faut être un peu rigoureux. Là, il se trouve qu'on s'est vraiment marré parce que ça, c'était qu'on a été faire la capture de chauves-souris au camp du Tigre et que ce jour-là, on a réussi à trouver un paresseux qui était sur la route, vivant celui-là. Et là, on a fait quelque chose de pas du tout éthique. Vous voyez, c'est un bois canon. Donc, vous savez, c'est ceux qui vont au Rorota savent qu'on trouve des paresseux dans les bois canons. Et en fait, on a fait quelque chose de pas du tout éthique. Donc, je ne devrais pas parler aujourd'hui. On a pris notre machette et on a battu le bois canon pour aller mettre... On n'a pas eu son consentement. Un écouvillon dans le fondement de cette brave bestiole, mais qui, comme vous pouvez le voir, a l'air très contente. Voilà. Bon, on est d'accord que le paresseux, quand tu regardes de près, il a toujours l'air content. Mais... Et ensuite, l'autre façon de collecter, en s'inspirant de ce qu'avait déjà fait Roxane, c'est-à-dire il y a des bestioles mortes partout sur les routes, et pour ceux qui ont déjà été à Saint-Laurent, par exemple, on trouve vraiment beaucoup de bestioles et beaucoup d'espèces variées mortes sur le bord des routes. Donc on avait fait cette magnifique affiche, et en demandant à la population de bien vouloir nous aider à récolter des animaux morts, soit par mortalité routière, ça comme vous voyez chez moi, ça c'est mon chat qui avait chopé un rongeur, un tatou, parce qu'on en a aussi chopé quelques-uns, même si on a bénéficié de certains prélèvements de Roxane. Et ça, c'était un jaguar mort qui était dans la collection de Benoît de Thoisy, la collection Jaguars dont on parle depuis tout à l'heure. Guillaume, qui est ici présent à la salle, a eu la gentillesse de participer et de contribuer à la récolte de certains animaux morts. Donc voilà, et puis il y a des collections qui existaient déjà. Roxane en a déjà un petit peu parlé aujourd'hui, des collections de feu François Katzeflis de l'IRD, qui était un mammologue très connu, qui avait plein de collections, et notamment issues de Petit Saut ou du camp du Tigre, du LIVH de Anne-Lavergne, de la collection Jaguar, etc. Alors je vais passer vite parce que comme il y a Damien qui est dans la salle, je risquerais de m'humilier en parlant trop de méthodes de biologie moléculaire, même si je suis sûr qu'il ne m'en voudrait pas. Mais on a fait voilà, différents types de tissus, différentes méthodes d'extraction, je ne m'étalerai pas. Et ensuite, on a fait un certain nombre on a mis en place un certain nombre de méthodes. Ça paraît simple comme ça, qu'on ne s'est jamais intéressé à ce genre de choses, mais ça a pris, je ne sais pas, 2 ans, 3 ans pour arriver à mettre en place, à obtenir des résultats dont on était à peu près sûr. Je n'ai pas beaucoup parlé jusqu'à présent du LNR, donc du Laboratoire National de Référence de la Fièvre Q, qui est à Sophia Antipolis, Élodie Rousset, Aurélie Quénon, qui ont été d'une patience royale, avec qui on a eu des réunions pour parler de ça à peu près tous les 3 mois pendant, là bien au-delà, hein, au moins 5 ou 6 ans. Donc voilà, donc on a fait de la PCR ciblée en temps réel avec la cible IS 1111. Il a fallu aller vérifier qu'on ne faisait pas n'importe quoi, donc on a dû aller faire des contrôles internes. Ensuite, quand on parlait de CT, donc
5 minutes, facile. Il me reste que 25 diapos. Bref, donc voilà, donc on a fait des PCR, je vais m'arrêter là. Ensuite, on a été aussi vérifié avec, en regardant spécifiquement une PCR avec la délétion CB175, qui donc est celle qui a été mise au point par l'équipe de Marseille pour la fameuse souche MST17. Et ça, c'est des résultats qui remontent de la semaine dernière. C'est Damien qui les a obtenus. On a fait du séquençage un peu plus précis pour essayer d'en savoir plus sur la souche. Donc voilà, il y a tous ces pourvoyeurs d'échantillons que j'ai essayé de représenter ici. Au total, on a eu 2154 échantillons. Donc voilà, ça c'est la diapositive pour toi, Anne. On a pu faire des PCR sur 2000 échantillons à peu près, avec des écouvillons, des selles, des urines, des organes, 10 ordres différents de mammifères. Voilà. Et là, bingo, on a obtenu des résultats super intéressants, puisque on a obtenu des prélèvements positifs pour 34 échantillons. Je ne vais pas faire de pourcentage parce que ce ne serait pas exact, mais dans 16 espèces différentes de mammifères répartis de façon complètement aléatoire sur le territoire. Et par contre, avec toujours des charges bactériennes extrêmement faibles en dehors du fameux, ceux qui sont dans la salle et qui connaissent comprendront, du fameux V1254, qui est celui qu'on a étudié, que d'autres ont étudié depuis le début, qui est un petit marsupial qui a été trouvé en 2000 par François Katzeplis, toujours sur la colline du Tigre, et qui est celui qui nous a permis d'échantillonner et de séquencer. Bon, j'avais fait un petit tableau récap sur comment on y est arrivé, mais il semblerait qu'il n'y a que sur le V1254 sur lequel on a pu faire du séquençage, mais que le séquençage colle parfaitement avec la souche qui est trouvée depuis le début MST17, même s'il y a encore 2-3 manips à faire. Voilà, et ça c'était juste histoire de vous mettre quelques petites photos d'animaux. Donc c'est tout, je vous ai cité ici toutes les espèces qui en sont revenues positives. Donc vous avez un cochon-bois, un pécari à collier, un jaguar. Il y a 3 études dans le monde sur la fièvre Q chez des grands félins. Super, hein. Bon, on se congratule comme on peut. Un quincajou que vous voyez ici, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a un super Walt Disney avec un quincajou. 2 espèces de chauves-souris. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est qui est-ce qui en a parlé tout à l'heure? Je crois que c'était Anne qui parlait tout à l'heure, mais parmi lesquelles 2 des espèces les plus fréquemment retrouvées en environnement humain. Le Molossus molossus, qui est celui qu'on trouve qui squatte sous les toits des gens. Et puis ça, c'est Carolia perspiciata, c'est vraiment la petite chauve-souris que vous voyez voler à Rémire, à Cayenne, à la tombée de la nuit. Voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'on a retrouvé plusieurs espèces, enfin 2 espèces d'opossums, dont le fameux pion, 4 pions positifs à la fièvre Q. On sait que le pion, il est partout, même dans les lieux les plus civilisés de Cayenne. Et on a un paresseux, mais à 2 doigts. On n'a pas retrouvé de paresseux à 3 doigts positifs. 3 espèces de singes que vous reconnaîtrez, capucin brun, hurleur roux et puis saïmiri. Et puis, ce qui est vraiment intéressant et qui donne des perspectives pour le futur, c'est énormément de rongeurs positifs, et notamment celui que vous connaissez le mieux, celui dont vous avez appris qui transmet la leptospirose, la peste, etc. C'est Ratus ratus, le rat noir. On a eu, c'est l'animal qu'on a retrouvé le plus positif. Alors, je ne vais pas trop m'étaler parce que je ne l'ai pas bien cherché, mais je compte sur Anissa justement pour qu'on avance un peu là-dessus. Mais il a été retrouvé dans des endroits où on a aussi des clusters de fièvre Q. Alors, ce n'est pas la même période, c'est complètement biaisé par le fait que forcément, il y a plus de gens qui vivent à Rémire, qui viennent à l'hôpital et qui m'ont amené leur rat mort, etc. Donc, il y a plein de biais. Mais voilà. Donc voilà, c'était très faible, mais je vais avancer parce qu'on m'a demandé d'avancer. Une carte dont Anissa doit être très très fière de moi, que j'ai fait avec Google Maps et PowerPoint, n'ayant pas encore maîtrisé, et toujours pas d'ailleurs QGIS, mais vous voyez, blague à part, qu'il y a une répartition très aléatoire. Là c'est le jaguar du CSG, là c'est deux espèces de singes du zoo. Ici, vous avez un rat du connétable dont on n'a jamais très bien su pourquoi il était positif à la fièvre Q. Et puis sinon, plein de bestioles que je vous ai représentées ici, que ce soit des rongeurs tout le long de la route des plages. Tout le long de la route des plages, à Rémire, et puis des pions un petit peu partout. Donc voilà, on va faire beaucoup mieux dans le futur. Et pour terminer, c'est mon avant-dernière diapo, la dernière étant destinée aux remerciements. Donc, on est vraiment loin de l'espèce unique qui serait à l'origine d'une épidémie ou d'une endémie en Guyane, le paresseux. On a 7 ordres de mammifères, 16 espèces, un petit peu partout. Je ne me suis pas étalé là-dessus pour ceux qui sont plus branchés biologie, mais dans tout un tas d'organes différents. On a trouvé dans des selles, dans du foie, dans de la rate, etc. Dans plein de biotopes différents, des rongeurs.
Et voilà, donc en quoi on avance aujourd'hui? Je crois que la seule chose, il y a plein de choses à tirer de cette étude, mais je pense que le message prioritaire, c'est de dire que la fièvre Q en Guyane, c'est probablement pas lié à un seul environnement, à un seul animal. Probablement que la bactérie, elle circule entre les mammifères dont nous faisons partie. Il y a une excrétion dans l'environnement, il y a des mammifères qui se font infectés, qui la recrachent. Est-ce que tous les mammifères dont je vous ai parlé tombent malades ou pas de la fièvre Q? Je n'en ai aucune idée. Mais en tout cas, clairement, il y a des choses à faire dans ce sens. Voilà, c'est une dernière diapo de remerciements. Il y a des gens qui ont particulièrement contribué à cette étude. Edith, qui a été la première technicienne qui a bossé sur mon projet. Benoît de Toisy, qui a supporté mon côté un peu bordélique, lui qui est si... Voilà. Aurélie Quénon du LNR. Mona qui est ici, qui est la plus ancienne sur ce projet et qui tient toujours, malgré tout un tas de difficultés sur lesquelles je ne m'étendrai pas. Anne Lavergne, formidable, heureusement qu'elle était là. Dédé, mais alors là, champion du monde. Quand les sous sont arrivés au bout et que Edith puis Salma était plus là, et ben Dédé il a pris le relais. Là, maintenant, ça fait 1 an, alors que c'était pas du tout pour ça qu'il était censé bosser. Ça fait plus d'1 an qu'il bosse sur la fièvre Q à l'insu de son plein gré. Elodie Rousset, j'ai eu beau chercher partout, il n'y a pas une photo d'elle sur internet, donc voilà, elle est là, elle ne ressemble pas trop à ça. Et un petit clin d'œil à Antoine à Denis, chef de pôle du CIC, et qui, quand il a fallu, m'a rallongé des sous pour pouvoir engager du monde. Voilà. Puis j'ai cité tout un tas de gens qui ont participé, qui ont apporté leurs compétences, des gens des réserves, des gens des Pécus vulgum qui m'ont ramené des prélèvements des animaux morts avec des cadavres qui puaient dans leur... Alors toi, tu as un pick-up, donc c'était plus facile pour toi. Mais vous pouvez demander à Margot, une fois, alors qu'on allait au resto, on a chopé un tamandua là, dans le coffre à l'arrière. Elle était très contente. Il était bien faisandé. Signalé par Tania, d'ailleurs, le tamandua. Voilà, j'ai fini.